Bonjour et re-bienvenue sur Open Opal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Agathe parce qu'on va parler d'une question qui nous a été posée et à laquelle j'ai trouvé plus intéressant qu'on y répondre à deux. La question qui nous a été posée, je la sors, c'est il y a des attentes différentes et potentiellement une appropriation différente du projet selon qu'on est participant ou qu'on est fondateur ou source. Comment fait-on pour que le créateur ou la source du projet, pour ce qu'il avait imaginé, ne soit pas imposé aux nouveaux membres et pour que ces membres, pour ce qu'ils fassent par la suite, ne démotive pas la source si la direction qui est prise ne correspond pas à ses attentes. C'est une très très bonne question. Et quand j'ai commencé à essayer d'y répondre, parce que franchement, c'est pas facile d'y répondre, je t'ai demandé un petit peu du feedback et je me suis rendu compte que tu avais plein d'éléments super intéressants à apporter parce qu'on est en fait toutes les deux à la fois sources et participantes de différentes organisations. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'on croise un petit peu les regards. Donc du coup, la première question que j'aurais pour toi, et puis j'y répondrai après, c'est comment est-ce que tu as vécu dans ton association ADAO, c'est ça? Oui. En tant que source fondatrice, qu'est-ce qui a été pour toi limitant ou frustrant dans l'approche de l'Opal par rapport à la question qui vient d'être posée? Et puis ensuite en tant que participante. Alors, en effet, moi j'ai récupéré la source de cette association, donc j'étais pas fondatrice au départ, mais j'ai été propulsée au poste de présidente, qui fait qu'à un moment donné, j'ai ressenti des difficultés. Alors, je connaissais pas encore l'Opal à cette époque-là, mais je dirais qu'un des pièges dans lesquels je suis tombée, comme beaucoup de fondateurs ou personnes sources peuvent tomber, c'est de s'identifier complètement à leur projet. C'est-à-dire que ils sont leur projet est leur identité. Et j'ai projeté beaucoup de choses dans ce projet qui étaient liées à ma valeur personnelle, à la manière dont j'avais envie de contribuer à la société. Et de cette manière-là, ça a créé plusieurs peurs parce que ça m'a parfois poussée à être dans le surcontrôle par rapport aux initiatives qui étaient menées, parce que je voulais que ce soit fait d'une certaine manière, que ça corresponde à ma vision des choses, que ça me représente. Et de cette manière-là, ça a été parfois compliqué, parce que on a du mal à faire confiance aux personnes, ou on peut avoir tendance à être insatisfait de la manière dont le projet est réalisé. Et moi, je me suis rendu compte à un moment donné que le problème venait aussi de là, que je projetais peut-être trop mon ego dans le projet et que c'était ça qui était bloquant pour devenir une organisation Opal qui permette l'autonomie et l'implication de chacun. Donc moi, une des portes de sortie qui a été trouvée, ou en tout cas un des apprentissages, ça a été de travailler sur moi-même aussi et de faire une sorte de développement personnel pour me rendre compte que ma valeur en tant qu'individu existait et que j'avais pas forcément besoin de la projeter dans un projet, que ma valeur en tant qu'être humain ne dépendait pas de la réussite du projet ou de la manière dont j'avais envie qu'il ressemble. Ouais, donc un premier obstacle, c'est l'identification de la personne source avec les résultats quelque part du projet. Et ça, de manière générale, que ce soit un projet simple ou quelque chose qu'on peut faire à l'échelle d'une seule personne, c'est très dangereux de s'identifier aux résultats de ce qu'on peut faire, parce que c'est une recette à la catastrophe. Mais c'est pas facile à ne pas faire. Moi, en tant que fondatrice, donc aujourd'hui, le seul collectif dans lequel je joue le rôle de source, c'est Open Opal. Et moi, ce que je vis comme difficulté, c'est pas tellement une question d'identification, c'est plus ce que la personne soulignait, c'est-à-dire une perte de motivation quand ce que j'avais imaginé ou ce que j'ai envie de réaliser n'est pas la direction qui est choisie par les membres qui rejoignent. Et ça, c'est quelque chose qui m'affecte vraiment. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais moi, ce que je rêve, ce que j'ai vraiment envie de faire et ce qui est vraiment important pour moi au sein d'Open Opal, c'est une communauté d'entraide qui permette aux entreprises, surtout dans le secteur business, là où les codes sont les plus standards autour de l'orange, en fait, de faire des transitions dans cet endroit-là, parce que je pense que c'est vraiment le cœur de là où on a du potentiel d'impact, en fait. Et c'est pas une vision qui est forcément partagée par l'ensemble des membres au sein d'Open Opal. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'en dévie, moi je suis là, si c'est pour aller aider des assos qui sont déjà avancés, franchement, ils sont déjà bien. Enfin, c'est un peu un parallèle un peu médical. Est-ce qu'on essaye à sortir des gens des urgences ou est-ce qu'on essaye d'améliorer le quotidien de ceux qui arrivent à marcher avec une canne, en fait, tu vois. Enfin, c'est un peu où est-ce qu'on... Donc ouais, moi je vis plutôt ça en tant que fondateur.
il y a quelque chose que j'ai aussi observé en tant que fondatrice, et je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais moi j'ai très souvent fait l'erreur, et je m'en excuse auprès des personnes qui, je sais, me regardent, où en fait on me demande en tant que source de clarifier, de donner des directions, enfin de rentrer quelque part, de remettre le rôle du dirigeant. Et moi, comme une idiote, je le fais, quoi. C'est-à-dire qu'on me demande de le faire, et donc moi je suis là, ah oui, bien sûr, ils ont besoin d'aide, donc je vais les aider. Et donc je mets ce rôle-là, et donc je donne des directions, etc. Puis alors ça rate pas, dès que je le fais, bam, en fait tu fais la chef. Ça. Et donc un truc que vous peut-être vous pouvez garder en tête, c'est si parce qu'en fait les dynamiques parents-enfants, manager-manager, elles sont forcément présentes dans les dynamiques sources et participants. En tout cas, elles sont très difficiles à déjouer. Parce que la source, c'est quelque chose qui habite tellement que la personne qui la détient va déployer une énergie considérable par rapport aux autres. Et donc, de fait, ça inclut une différence d'implication qui peut être vue comme une différence d'autorité ou de pouvoir, même si ce n'est pas forcément le souhait dès le début. Et du coup, là où moi, je suis en train d'apprendre, et quand je vous en parle, je suis encore en train d'essayer de le déconstruire, c'est vraiment quand on me dit « Non, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» C'est de dire « C'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est il y a des énergies en place. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour que le projet avance? Et moi, au même titre que les autres, si ça diverge, je m'en désengagerai. Et moi, au même titre que les autres, si ça m'appelle, je participerai. Et moi, au même titre que les autres, si j'ai, pour une raison X ou Y, envie de vous venir en aide sur la partie du projet que vous portez, je vous soutiendrai. Et ce truc-là, c'est très difficile à déconstruire, mais ça fait partie des clés qui permettent de renverser la dynamique et de casser ces dynamiques de pouvoir qui s'installent malgré nous. Tu l'as expérimenté, ça? Oui, ce que tu parles, ça me parle aussi. Premièrement, ce dont tu as mentionné, c'est le décalage de vision. Quand j'ai une vision pour le projet et que je vois que les participants n'ont pas tout à fait la même vision et que ça peut dévier, comment est-ce que je fais pour ne pas perdre ma motivation? Moi, je dirais qu'on peut se référer en fait au modèle qui a déjà été mentionné dans les autres vidéos, le Why, How, What de Simon Sinek. Et pour moi, le Why, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose que la personne fondatrice ou source doit pouvoir assumer complètement pour s'assurer que les participants au projet ne se trompent pas d'aventure, notamment sur le type de public qu'on a envie d'aider. Moi, je sais que dans notre association, à un moment donné, on a eu aussi des questionnements. Est-ce qu'on a envie d'aider toutes les personnes? Est-ce qu'on a envie d'aider telle personne en particulier parce qu'on pense qu'on va avoir plus d'impact? Et en fait, le fait qu'il y avait un flou par rapport à ça, ou que moi, je n'osais pas l'imposer, entre guillemets, ou assumer ça, faisait qu'on avait aussi des publics différents parmi les participants au projet et pas forcément une culture unifiée. Et à partir du moment où on a assumé collectivement, et que moi aussi, j'étais aussi à l'aise avec le fait d'assumer ça, qu'on voulait s'adresser à des personnes en difficulté, eh bien, on n'a pas du tout attiré les mêmes personnes dans le projet et c'était pas du tout aussi la même énergie. Donc, je pense qu'il y a effectivement une forme de peut-être d'intransigeance aussi de la part du fondateur ou de la source pour parler de la vision. Et après, effectivement, une forme de liberté sur la manière dont les gens vont s'en emparer. Mais si c'est pas tout à fait clair, effectivement, ça peut créer de la démotivation à la fois pour les participants qui savent plus trop pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, et aussi de la part de la personne source. Et après, par rapport à ce que tu dis sur la relation parent-enfant, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mener son projet en opale, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de notre société, on a beaucoup grandi dans ce rapport hiérarchique, dans notre famille, à l'école, et puis après dans l'entreprise. Et les personnes qui participent au projet peuvent avoir cette attente, consciente ou inconsciente, que en tant que fondateur, en tant que leader, on prenne des décisions. Et donc, quand ce sont les autres qui nous le demandent, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas tomber dans ce rôle-là dans lequel on nous met d'office. Et moi, je me souviens que je culpabilisais beaucoup parce que j'avais pas forcément envie de prendre les décisions, ou moi-même, je savais pas forcément quelle était la meilleure décision. Et je sentais que les gens me demandaient de le faire. À un moment donné, je me sentais presque nulle. Je me disais, mais je suis pas légitime, je prends pas assez de décisions, je suis pas assez assertive. Voilà, je correspond pas à la vision d'un leader stéréotypé. Et puis en découvrant le paradigme Opale, où là, justement, l'idée, c'est que ce soit pas la personne source qui prenne toutes les décisions, mais que cette personne-là fasse partie de l'équipe à part entière, ça m'a beaucoup déculpabilisée et ça m'a permis de me dire que ce que je ressentais était tout à fait légitime et qu'il y avait aussi une place pour incarner ce rôle-là qui, moi, me correspondait plus. Ouais.
C'est des réalisations et un chemin que chacun fait. Donc, si ces témoignages peuvent vous aider à aller un peu plus vite que nous et à faire des erreurs plus rapidement, c'est tant mieux. Si on passait maintenant du côté participant, qu'est-ce que tu as pu vivre comme expérience en tant que participante? Alors, en effet, en tant que participante, je sais que moi, il y a une des choses qui m'a bloquée, c'est justement le premier point dont je parlais, l'identification du leader à son projet. Quand je sens en fait qu'il y a beaucoup d'ego personnel qui est mis dans le projet, que moi, en tant que participant, je vais peut-être plus servir les intérêts de la personne que les intérêts du projet ou de la cause, et bien là, je ressens un manque de motivation ou même un manque de confiance pour m'engager, parce que je ne sais pas forcément à quel titre mon travail ou ma contribution va être récupérée en quelque sorte. Et j'ai en partie fait le choix d'être entrepreneur et d'être à mon compte parce que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Et donc, si je sens que le fondateur s'identifie à son projet, je vais avoir l'impression de travailler pour quelqu'un et pas pour une cause plus grande. Donc, pour moi, ça, c'est un des facteurs de démotivation aussi que j'ai expérimenté du coup de l'autre côté. Alors moi, ce que j'ai pu vivre de l'autre côté, c'est des questions plus sur des questions de rythme en fait, et je peux le mettre dans le paquet général de façons de travailler qui sont divergentes. Et je travaille pendant assez longtemps de manière très très rapprochée avec un fondateur de start-up, un des postes où je me suis le plus régalée dans ma vie. Et je me souviens qu'il était hyper aidant, hyper bienveillant, mais comme il était habité par la source beaucoup plus que moi, il fallait que ça aille vite, et donc très souvent, pour servir le projet, il disait « Non, mais t'inquiète pas, je vais le faire à ta place, tu peux aller te reposer, je comprends, c'est trop, pas de soucis, je vais le faire pour toi. » Et ça partait d'une hyper bonne intention, et sur le moment même, je me souviens que j'appréciais, je lui disais merci. Mais à la longue, en fait, ça faisait que j'ai pas pu vraiment m'approprier complètement les périmètres qui pourtant il voulait me donner, parce que le rythme que j'avais n'était pas suffisant pour lui par rapport à ce qui brûlait en lui et qui brûlait moins en moi. Et du coup, ça, je pense, grandement contribué à un détachement progressif de moi par rapport au projet. Bon, j'ai fini par sortir pour tout un tas de raisons. Et je suis par ailleurs en très bon terme avec la personne en question, donc ça s'est fait plutôt dans la douceur. Mais vraiment, ce truc-là, je me souviens que c'était un point de souffrance pour moi parce que j'avais envie de contribuer, mais quelque part, j'avais pas complètement la place de le faire à ma façon, parce que ma façon était trop lente ou pas assez performante comme ci. Je me souviens que c'est aussi quelqu'un qui mettait un niveau d'exigence là ou qui plaçait pas les priorités de la même façon que moi je les placerais, sachant que par ailleurs, quand je fais les choses comme moi je l'entends, la plupart du temps, j'ai plutôt des bons résultats et plutôt des feedbacks positifs. Donc voilà, il y avait peut-être un espèce de manque d'espace sur comment est-ce que moi je peux vraiment m'approprier les sujets sur lesquels je suis censée être en souveraineté. Et donc il y a ce petit... en fait, il y a des moments où ça peut arriver très souvent que la source vienne... ça brûle tellement fort que ça vienne empiéter sur des domaines de souveraineté, quoi. Tu l'as vécu ça aussi ? Ça me parle, la question du rythme, notamment parce que je pense que quand on a envie de travailler en Opale, il y a aussi une part de patience à développer pour vraiment inclure tout le monde. Et tout le monde ne va pas forcément au même rythme, tout le monde n'a pas la même confiance en lui ou en elle. Et donc, il y a quelque part une part d'acceptation à voir que les choses vont peut-être pas aller aussi vite que si on avait été seul, que si on l'avait fait soi-même. Et à un moment donné, une question à se poser, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le fait que le projet aille vite et corresponde exactement à ce que moi je vois ? Ou est-ce que c'est le fait qu'on y aille ensemble et que chaque personne puisse aussi se développer dans l'aventure ? Et ça, c'est le curseur est à poser en fonction des projets, en fonction des ressources qu'on a. C'est pas du tout la même chose si on est une start-up dans un contexte entrepreneurial ou c'est une association. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Mais c'est des questions à se poser. Est-ce qu'on aurait des conseils à donner pour éviter de tomber dans ces dynamiques-là ? Moi, le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer de personnes qui comprennent le paradigme Opale et qui peuvent être des mentors ou des miroirs parfois. Venez auprès de qui partager ses difficultés pour avoir des personnes qui peuvent nous conseiller et nous dire « Attention, là, en effet, tu es tombé dans ce piège » ou « Voici comment est-ce que tu pourrais essayer de faire » parce que tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, quand on est tout seul, la tête dans le guidon, on n'a pas forcément cette prise de recul-là. Ouais. Et pour aller dans ton sens, s'il y avait un conseil peut-être un peu plus méta que j'aurais envie de donner, c'est essayer le plus possible de mettre un énorme point de vigilance sur, à chaque fois qu'il y a ce genre de dynamique qui commence à se pointer, les casser tout de suite. C'est-à-dire, on vous place dans une position de parent, si vous êtes fondateur, clac, renvoyez la balle du côté de la personne, surtout défilez-vous.
Et inversement, si vous êtes participant et que vous sentez que vous attendez quelque chose de la part du fondateur ou de la fondatrice, posez-vous la question, hop. C'est peut-être à moi de proposer quelque chose, soit de convoquer une réunion pour pouvoir discuter d'une tension parce qu'il y a un empiètement sur mon périmètre de souveraineté, soit à moi de prendre des initiatives et plutôt que d'attendre que ça vienne de l'autre personne, quoi. Donc voilà, c'est un petit conseil pratique. Je ne sais pas si ça pourra vous aider. On s'arrête là ? Ouais. Et écoutez, merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, le petit pouce. Si ça vous a pas plu, les commentaires. Et comme on vient de le dire, nous, on est un collectif de personnes qui essayent de faire émerger plus d'organisations de ce style-là. Donc, si vous en faites partie, rejoignez-nous. On sera ravis de vous aider, de s'entraider et de vous intégrer à tous nos projets. À bientôt. Bye. Bye.